Bonjour et bienvenue dans Le Monde en question, un programme proposé par Citizen Web, votre web TV. Pour ce nouveau numéro, on va s'intéresser au pouvoir de la rhétorique. Ça tombe bien, c'est précisément le titre de l'ouvrage de Clément Viktorovitch, Le pouvoir de la rhétorique, qui vient de paraître au Seuil. Bonjour Clément Viktorovitch. Bonjour Bélir. Pour commencer cet échange, commençons par le plus simple. Qu'est-ce que la rhétorique et le pouvoir de la rhétorique ? Alors, ça a l'air d'être le plus simple, et ça l'est d'ailleurs. La rhétorique peut se définir en 3 mots. C'est tout simplement l'art de convaincre. Donc, c'est une compétence que nous exerçons au quotidien. Au fond, on est toutes et tous des monsieur et madame Jourdain de la rhétorique. On en fait sans le savoir. Donc, quand on négocie notre augmentation, quand on négocie une augmentation avec notre patron, on fait de la rhétorique. Quand on cherche à influencer nos amis pour décider de la destination de vacances parce qu'on préfère partir à la mer plutôt qu'à la montagne, on fait de la rhétorique. Une scène de ménage, il n'y a rien de plus rhétorique que cela. Et bien sûr, la politique et le marketing, ce sont 2 domaines cruciaux de la rhétorique. Nous sommes l'objet, tous les jours, les unes, les uns et les autres, nous sommes l'objet de discours rhétoriques qui viennent de la publicité ou des hommes et des femmes politiques. Et nous devons être capables de nous défendre face à ces discours pour lire entre les lignes des argumentations et tout simplement ne pas nous laisser tromper. Et donc, il y a un enjeu de pouvoir à vous écouter parce que j'imagine bien qu'on n'est pas tous égaux devant le pouvoir de la rhétorique. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément ni les arguments relevant de la forme, le pouvoir d'éloquence, ni les arguments de fond. Et à vous lire, c'est l'un des enjeux. C'est-à-dire que le pouvoir rhétorique, c'est un enjeu démocratique. Oui, c'est-à-dire que la rhétorique est un pouvoir, de fait. C'est-à-dire que c'est un pouvoir que nous exerçons chacun et chacune sur autrui, puisque nous pouvons, grâce à la rhétorique, grâce à l'art de convaincre, les influencer. Nous passons notre temps à nous influencer. Donc, c'est un pouvoir que l'on possède les uns sur les autres. Et puis au-delà, la rhétorique, c'est bien sûr un pouvoir que l'on possède au sein de la société. On évolue, on en parlera peut-être tout à l'heure, on évolue dans un régime que l'on a appelé démocratie. Ce régime donne à chaque citoyenne et à chaque citoyen l'opportunité d'avoir une influence sur les politiques publiques, d'avoir une influence sur la vie de la cité, sur les décisions que nous prenons en commun. De quelle manière ? Eh bien, au mieux, en se présentant tout simplement et en cherchant à être élu, et puis au pire, ou à minima, on va dire plutôt, à minima, en tentant d'influencer le débat public, en prenant la parole, que ce soit dans des journaux, sur le web comme ici, dans les médias. Bon. Donc ça veut dire que quelqu'un qui possède la rhétorique, quelqu'un qui est capable de la maîtriser de manière virtuose, eh bien, possède la capacité d'avoir une influence, un pouvoir sur la société, soit en se présentant et en étant élu, soit en prenant la parole et en étant convaincant dans les médias. Le problème, et vous l'avez très bien dit, c'est que à cet égard, nous ne sommes pas toutes et tous égaux. Nous ne sommes pas égaux devant le pouvoir rhétorique pour une raison simple, c'est que la capacité à argumenter, à défendre notre pensée, à nous exprimer, c'est la première chose que nous recevons en héritage. Si nos parents étaient professeurs, avocats, chercheurs, journalistes, hommes politiques, pourquoi pas, eh bien nous allons hériter d'eux la capacité à nous exprimer de manière virtuose et à être convaincants ou convaincants. Et si nos parents exercent une profession moins intellectuelle, s'ils sont peut-être eux-mêmes moins à l'aise avec la langue, eh bien nous n'en hériterons pas. C'est pour cette raison qu'il faut partager le pouvoir rhétorique, le distribuer, le redonner. C'est l'objet de ce livre, parce que la seule manière de garantir qu'un pouvoir soit exercé équitablement, c'est de s'assurer qu'il soit partagé par toutes et tous. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, et c'est l'objet de ce bouquin. Alors, non seulement nous ne sommes pas égaux devant la rhétorique ou le pouvoir rhétorique, mais en plus, à vous écouter, on sent bien que c'est un pouvoir qui peut être dangereux. Oui, bien sûr. Il peut être dangereux parce qu'il peut être exercé de manière trompeuse. La parole n'est pas transparente. L'argumentation n'est pas transparente. Et on voit bien en politique qu'on peut convaincre les électeurs en utilisant des procédés qui sont troubles, contestables, parfois même manipulatoires. On peut réussir à emporter les électeurs en utilisant ce qu'on appelle des sophismes, c'est-à-dire des arguments qui ont l'air d'être vrais mais qui en fait sont frauduleux, erronés, trompeurs. On peut réussir à convaincre les électeurs en utilisant un surcroît d'émotions. Or, aujourd'hui, on sait, la recherche en sciences cognitives et comportementales montre, en sciences cognitives plutôt d'ailleurs, la recherche en sciences cognitives montre que les émotions saturent notre cerveau, que quand on est inondé, saturé d'émotions, on a beaucoup plus de mal à mobiliser nos facultés critiques. Et donc, in fine, qu'est-ce qui est visé? Qu'est-ce qui est en jeu? Ce qui est en jeu, c'est notre capacité à être en désaccord avec ce qui nous est proposé. Le problème de la rhétorique, c'est que quand elle est trop efficace, elle peut nous retirer une partie de notre liberté à dire non, une partie de notre liberté à être en désaccord avec ce qui nous est proposé. Donc, l'enjeu dans la maîtrise de la rhétorique, c'est notre libre arbitre. C'est le fait de rester libre face à des discours qui viennent d'hommes politiques ou de spécialistes en marketing qui, eux,
ne sont pas seuls quand ils élaborent leur discours. Ils sont une armée de communicants ou une armée de spécialistes en publicité. Ils utilisent des algorithmes. Et face à eux, il y a nous toutes et nous tous, citoyennes et citoyens, avec notre cerveau. Et c'est pour ça qu'il faut s'armer pour ne pas se laisser influencer parfois à mauvais escient. Alors, votre approche est très égalitaire, elle est citoyenne, dans la mesure où vous vous mettez du côté du citoyen. Mais en réalité, le pouvoir rhétorique, tel qu'on le vit ou subit parfois, il est exercé par nos gouvernants. Parce que l'art de convaincre, a priori, est consubstantiel, il est inhérent au pouvoir politique. Et en même temps, on a l'impression qu'on est face à des responsables politiques qui ont de plus en plus de mal à convaincre. Il y a une vraie défiance. Et là, on vit, par exemple, pour être peut-être un peu plus concret, une séquence historique, la crise et la gestion de la crise sanitaire. On voit bien ce rapport très difficile de confiance ou de défiance entre les citoyens d'un côté et les gouvernants de l'autre. Est-ce que, sans forcément porter un regard critique sur la gestion de crise du côté gouvernemental, en quoi votre démarche et l'enjeu du pouvoir rhétorique est assez significatif dans cette séquence-là et peut-être dans ces ratés, dans les défaillances de la communication gouvernementale? C'est difficile de répondre avec précision à une question qui est effectivement essentielle et qui est très large, très vaste. Il faudrait se pencher sur chaque séquence pour les analyser. Et à cet égard, je ne suis pas sûr qu'on puisse traiter la crise sanitaire et la communication dans la crise sanitaire comme une continuité. On voit qu'il y a eu, notamment au moment de la première vague, dans toute la première partie de cette crise sanitaire, il y a eu des techniques de communication qui étaient tout à fait contestables. Sur l'accès aux masques, on a bien vu qu'il y a eu une forme d'opacité dans la communication de l'État, et je dis opacité qui est un euphémisme, pour ne pas dire l'utilisation de contre-vérités, voire même de mensonges. Je pense que les choses sont un peu différentes aujourd'hui, mais je pense même qu'on peut, et c'est ça qui est intéressant, je pense qu'on peut interroger la prémisse de votre question. Vous dites, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une forme de défiance. C'est vrai. Et en même temps, on voit bien qu'une grande majorité de Français, de Françaises et de Français, pas celles et ceux qu'on entend le plus, c'est vrai, ni dans la rue ni dans les médias, mais une grande majorité de Français continuent de soutenir le gouvernement dans sa gestion de crise sanitaire. On voit que la couverture vaccinale en France, c'est 90% de la population. Alors certaines qui se sont fait vacciner un peu bon gré mal gré, voire contre leur gré pour bénéficier du pass sanitaire, mais qui se sont fait vacciner quand même. Donc qu'on s'en réjouisse ou qu'on le... Est-ce que vous associez ce type de résultat au pouvoir de conviction qu'a exercé le gouvernement? Non, ou d'autres éléments? Je pense pas. Là, on est plutôt dans de l'ordre de la négociation, c'est-à-dire on est plutôt dans la dimension du rapport de force plutôt que du rapport de conviction. C'est-à-dire que dire aux gens, allez vous faire vacciner, sinon c'est terminé les sorties pour vous, vous oubliez les cinémas, les restaurants, à moins de vous faire torturer le nez 3 fois par semaine. Bon, on voit bien que là, on est davantage dans l'exercice de la menace que dans l'exercice de la conviction. Donc pour moi, on est plus dans quelque chose qui relèverait de la négociation ou du moins de l'exercice du rapport de force. Mais peu importe, c'est-à-dire que là encore, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je ne rentre pas sur le dossier de la crise sanitaire, je ne rentre pas dans le fond. En tout cas pas ici, pas comme ça, ce n'est pas mon rôle. Donc, mais qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, on voit bien que le gouvernement a réussi à emporter finalement avec lui une partie de la population qui, de fait, s'estime plutôt satisfaite, une partie de la population qui s'estime plutôt satisfaite de la gestion de la crise, et puis une autre, effectivement, qui, elle, conteste vigoureusement, à tort ou à raison. Donc, la capacité de conviction du gouvernement, je ne sais pas, c'est vraiment une question que je laisse flottante, je ne sais pas dans quelle mesure elle s'est érodée ou non dans la crise. Très bien. Et donc, l'autre fait prégnant, je trouve, c'est le poids croissant du pathos dans le discours politique. Est-ce que forcément, c'est un élément négatif et voire dangereux pour la vie démocratique que le pathos ou le recours aux passions, aux sentiments, aux sensations puisse de plus en plus peser sur à la fois le discours et l'échange avec le citoyen? Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez comme un danger en soi? Oui, c'est une question qu'on pose souvent, l'irruption des émotions et des affects dans
dans la volonté de convaincre, dans les processus de conviction. Et d'ailleurs, souvent, on en fait le cœur d'une séparation classique entre convaincre et persuader. Et on dit convaincre, c'est cet art noble qui pivote sur les arguments, et puis persuader, c'est un art peut-être un peu moins noble qui consiste à exploiter surtout les passions et les émotions. En fait, moi, dans le livre, je bats en brèche. D'ailleurs, c'est pas que moi. Je m'inscris dans une école qui remonte à la neurologie et aux sciences du cerveau, qui s'inscrit en faux de cette distinction. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui, c'est les travaux d'Antonio Damasio notamment, un neurologue qui a écrit un livre très connu qui s'appelle L'erreur de Descartes, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de raisonnement rationnel sans une part d'émotionnel. On sait désormais que en fait, le cerveau... Il n'y a pas de politique sans une part de passionnel. Exactement. Et au fond, c'est intéressant parce que c'est la neurologie qui vient consacrer quelque chose dont Aristote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, 5e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, avait eu l'intuition, qui était que les passions jouent un rôle important et légitime dans les processus de conviction. Et on voit bien qu'on le comprend spontanément, intuitivement. Nous ne sommes pas des ordinateurs, nous ne sommes pas des calculateurs. On ne peut pas comprendre le monde, si on l'envisage, comme un tableau de chiffres, comme un tableur Excel. Donc on a besoin de nos émotions pour juger du monde qui nous entoure. Ça va même plus loin. On a besoin de nos émotions pour prendre conscience de réalités qui nous sont trop étrangères. Et l'exemple que je prends dans le livre, mais qui me semble être le plus éloquent de ces dernières années, c'est l'exemple de la photo de ce petit enfant syrien échoué sur une plage turque, le petit Alan Kurdi. Une photo qui est révélée fin août, début septembre 2015, au moment où on a une crise migratoire et où des centaines et même des milliers de migrants périssent dans la mer Méditerranée, dans l'indifférence généralisée. Alors, tout le monde s'en fout. On le sait pourtant. Les associations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. On a tous les arguments rationnels, on a les chiffres, on le sait. On a même les descriptions. Tout le monde s'en fiche. Opinion publique comme gouvernant. Et puis, soudain, on a cette photo qui vient incarner une réalité tellement lointaine et étrangère qu'on n'arrive pas à la prendre en conscience, qui vient l'incarner en un cliché. Et tout d'un coup, mouvement de l'opinion publique européenne et donc mouvement des gouvernants. Alors bien sûr, derrière, l'inflexion de la politique étrangère aura duré quelques mois avant un repli qu'on peut qualifier d'identitaire ou anti-immigration. C'est vrai. Mais le fait est que les émotions, à ce moment-là, des émotions suscitées non pas par un discours, mais par une image, par une photo, mais c'est la même chose, les émotions ont permis d'infléchir ce que les arguments n'infléchissaient pas. Donc oui, pour répondre... Au moins une prise de conscience, voilà. même temporaire. Exactement. Donc les émotions sont légitimes, capitales et nécessaires pour emporter la conviction. Et en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème, c'est que quand elles sont trop intenses, ces émotions saturent notre cerveau et nous empêchent d'avoir totalement recours à notre esprit critique. Et donc, en termes rhétoriques, on a un dilemme ici qui est intéressant, qui est, en tant qu'orateur et oratrice d'ailleurs, on doit toujours se poser la question, est-ce que là, j'utilise les émotions d'une manière qui est légitime, acceptable, honorable, qui permet de faire prendre conscience à mes auditeurs d'une réalité trop loin d'eux, ou est-ce que je suis en train de les saturer et de nuire à leur recours, au recours à leur esprit critique? Et ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, et je réponds enfin à votre question, effectivement, dans la parole publique, on a un recours croissant aux émotions, mais pour quelle raison? Parce que structurellement, nous avons des forces politiques qui, aujourd'hui, ont un discours qui pivote presque toutes sur la volonté de faire prendre conscience aux citoyens de ce que les responsables politiques estiment être une grande menace. Alors d'un côté du spectre politique, on nous explique que la grande menace, ce serait l'immigration qui pèserait sur notre identité. Au centre du spectre politique, on nous explique que la grande menace, ce serait la dette et qu'elle pèserait sur notre souveraineté économique. Et puis à l'autre côté du spectre, on explique que la grande menace, ce serait d'une part le réchauffement climatique et d'autre part les inégalités croissantes qui pèseraient sur la survie du monde et sur la cohésion de notre société. Et chacune de ces forces politiques, pour nous faire prendre conscience de ces menaces qui pèsent ou pèseraient sur nous, mobilise très largement une passion qui est la peur. Et donc là, on est, en tant que citoyenne et citoyen, auditeur, auditrice, on est face à une véritable question qui est, est-ce qu'on estime que les différents orateurs et oratrices politiques mobilisent la peur à des fins légitimes, acceptables, honorables, ou est-ce qu'on estime qu'ils cherchent au contraire à jouer sur des peurs fantasmées que nous devrions rejeter? Mais ça, c'est à chacun et chacune d'entre nous d'en être le juge, mais pour en être le juge, il faut être capable de lire à travers les passions, les émotions, il faut maîtriser le pouvoir rhétorique. Oui, et puis à vous écouter, il y a en creux au moins une critique de la notion de populisme. Parce qu'un discours politique qui mobiliserait donc les émotions n'est pas forcément mauvais en soi, vous écoutez.
Et donc, tout ce débat et une forme de critique lancinante autour de ce qu'on appellerait le populisme serait assez infondé à vous comprendre. En fait, c'est intéressant comme question et ça… Merci. De rien, Bélir. C'est intéressant parce que ça amène à parler d'un mot qu'on n'emploie pas assez, qui est le mot de démagogie. Et aujourd'hui, effectivement, le mot à la mode, c'est le mot de populisme sans qu'on arrive réellement à le définir. Alors, il y a des tentatives de définition en sciences politiques, en philosophie, bien sûr, hein, mais le mot tel qu'il est employé dans l'espace public est très souvent employé de manière lâche, sans qu'il n'ait véritablement de signification. Et moi, je pense que la rhétorique permet d'avoir un point de vue beaucoup plus situé sur un mot qui me semble plus fécond pour notre réflexion, qui est le mot de démagogie. L'un des points de départ de la rhétorique, et j'insiste beaucoup dessus dans le livre, c'est l'idée qu'il faut s'adapter à son auditoire. J'explique qu'il n'y a pas de bon argument en soi, du moins il n'y a pas un argument efficace en soi, il n'y a toujours qu'un argument efficace par rapport au public qui est en face de nous, aux auditeurs, aux auditrices auxquels on s'adresse. Et donc j'explique que le bon orateur, c'est celui qui va être capable d'adapter son langage, son argumentation, peut-être même son ethos, c'est-à-dire l'image qu'il renvoie, qui va être capable d'adapter tout ça aux auditeurs, aux auditrices qu'il a en face de lui. Mais il y a un présupposé derrière, c'est que l'orateur va adapter ses arguments, va adapter ses formules, ses métaphores, pour convaincre de ce en quoi il croit lui. Et là, on voit se dessiner une frontière qui est absolument cruciale avec la démagogie. La démagogie, ça n'est plus adapter son argumentation pour convaincre de ce en quoi je crois mes auditeurs ici et maintenant. La démagogie, c'est rechercher ce que pensent les auditeurs ici et maintenant pour les en convaincre. C'est au fond non plus trouver la meilleure manière d'argumenter sa propre pensée, mais rechercher quelle pensée il sera le plus facile de vendre aux personnes auxquelles on s'adresse. Ça, c'est la démagogie. Et on voit, et je vais volontairement pas citer de nom, mais je pense qu'on pourra les reconstruire facilement, on voit aujourd'hui que dans l'espace public, dans la campagne présidentielle qui s'annonce, enfin qui a commencé, on voit des orateurs et des oratrices qui tiennent des positions aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes que celles qu'il et elle tenaient il y a quelques années, voire même qui sont radicalement opposées à celles qu'il et elle tenaient il y a quelques années. Bon, on peut se demander, alors il y a bien sûr, on a le droit de changer d'avis, on a le droit d'être convaincu et de changer d'opinion, mais tout de même, quand on voit certains et certaines qui font des revirements à 180 degrés, on peut se demander si vraiment ils cherchent à convaincre de ceux dont ils sont eux-mêmes convaincus, ou s'ils ne cherchent pas à convaincre de ceux qu'il sera le plus facile de faire accepter aux auditeurs, aux auditrices. Ça s'appelle de la démagogie, et ça, je crois, c'est condamnable. Oui, sauf que le pouvoir rhétorique peut être au service d'une démarche démagogique. C'est vrai. Si j'ai bien compris. Bien sûr. Ce qui fait un peu le lien aussi avec une question que je voulais vous poser sur une clé d'explication du caractère inaudible d'une partie de l'échiquier politique qu'on appelle la gauche. Et je me demandais si c'était en lien ou pas, d'après vous, avec une défaillance du côté du pouvoir rhétorique qui se déclinerait ou pas de ce côté-là. Ça, pour moi, c'est intéressant parce que c'est une question qui est davantage politique que rhétorique, même si les deux se rejoignent. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, on a finalement une tripartition du spectre politique, hein, entre, pour le dire vite, une droite de plus en plus nettement souverainiste, nationaliste, patriote, chacun choisira l'adjectif qui lui convient, un centre libéral, dont je pense que tout le monde sera d'accord pour l'appeler libéral, et puis une gauche écologiste à tendance anticapitaliste ou redistributive. Et je disais que ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces trois camps estime que la menace, la plus grande des menaces n'est pas la même. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes même plus d'accord sur la question à nous poser. Le vrai problème pour moi du débat politique aujourd'hui, c'est que c'est pas que nous ne sommes pas d'accord sur les réponses à apporter à un problème donné, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur le problème qui se pose. Les uns disent au moins leur hiérarchie. Exactement, et au moins leur hiérarchie, je suis d'accord. Donc les uns vont dire le principal problème, c'est l'identité et tous les autres sont secondaires, c'est littéralement ce que dit Éric Zemmour, qui le dit vraiment tout à fait explicitement. D'autres vont dire le principal problème, c'est la dette, la relance économique, la croissance, tous les autres problèmes sont secondaires. Y compris le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on est d'accord pour faire des actions écologiques tant que ça ne nuit pas à la croissance. Et puis d'autres vont dire le principal problème, c'est le réchauffement climatique, c'est cela qu'il faut mettre en priorité, la redistribution des richesses, et puis tous les autres sont secondaires. Donc ça apporte la réponse à la question que vous posiez. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que ce que l'on appelle la gauche, dont on ne sait même plus exactement où elle commence et où elle se termine aujourd'hui, mais ce que l'on appelle classiquement la gauche, elle est inaudible. Mais pourquoi? Parce qu'on constate, je pense que pour moi c'est un constat, on constate que dans l'espace public, les problèmes qu'elle pose ne sont pas ceux qui sont le plus discutés. Et on voit qu'aujourd'hui,
quand Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, bon, tous les orateurs et toutes les oratrices de gauche viennent faire une interview à la télévision, on leur parle d'identité, on leur parle de sécurité, on leur parle de la dette, on leur parle de croissance. Et généralement, les questions sur l'écologie, sur la redistribution, ces questions-là… Ils ne sont pas obligés de subir les questions qu'on leur pose. Il y a une incapacité aussi à imposer son propre agenda. Alors, c'est ça, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que… Et la défaite rhétorique de ce que l'on appelle la gauche est ici. C'est une défaite rhétorique à imposer son agenda. Et la victoire rhétorique de quelqu'un comme Éric Zemmour, c'est que des thèmes pour lesquels il prêchait, enfin pour lesquels il prêche depuis 10-15 ans maintenant, mais pour lesquels il y a 10 ans il prêchait dans le désert, c'est-à-dire seul au milieu d'un espace médiatique qui, il faut bien le dire, lui était plutôt hostile, même s'il y était accueilli à bras ouverts, mais il était souvent seul en plateau, lui et ses avatars, des gens comme Yvan Rioufol. Bon, c'est vrai que longtemps ils étaient seuls à prêcher contre le vent et la marée, et on remarque qu'aujourd'hui c'est le contraire. Ils ont imposé leur agenda, et aujourd'hui, la nouvelle doxa, et encore une fois, je pose des descriptions, je pose des constats. Je n'émets pas de jugement de valeur. On peut s'en féliciter ou on peut le déplorer. Mais aujourd'hui, il me semble que la nouvelle doxa, c'est une position qui est très hostile à l'égard de l'immigration. Et donc on constate que ce qui aujourd'hui est devenu anticonformiste, voire même provocateur, c'est de dire, comme l'a fait Yannick Jadot, et ça a fait beaucoup réagir, c'est de dire, mais accueillons. La France doit être un pays d'immigration, accueillons, l'immigration est une chance pour la France, mais dire ça aujourd'hui, c'est cela qui revient à prêcher contre le vent et la marée. Donc on voit bien que l'échec de la gauche, c'est un échec historique, je crois, à imposer son agenda, ou du moins à imposer son agenda comme l'agenda prioritaire, et ça explique structurellement pourquoi elle est inaudible. C'est d'autant plus saisissant qu'en réalité, lorsqu'on pose la question aux Français à travers un certain nombre d'enquêtes, quels sont les thèmes prioritaires de votre point de vue, les questions d'écologie ne sont pas inexistantes, loin s'en faut. Les questions d'emploi, de travail non plus, c'est plutôt au sommet de la hiérarchie. Et en même temps, les forces politiques qui sont censées défendre ces thématiques, elles, sont incapables, encore une fois, d'être audibles. Donc c'est pourquoi je me posais la question du décalage entre le fond d'un côté et ce qui est susceptible de faire la transition, c'est-à-dire comment mettre en forme un agenda politique, un programme politique tout simplement. Donc est-ce que vous auriez des conseils rhétoriques pour ces différents leaders? Alors en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas un agenda politique dans l'espace public, il y a toujours 3 agendas qui coexistent. Il y a celui dont vous parlez qui est l'agenda des citoyens. C'est-à-dire qu'effectivement, les citoyennes, les citoyens, alors même si l'opinion publique en tant qu'une opinion publique qui penserait une chose, évidemment, n'existe pas, mais les citoyennes et les citoyens, pris dans leur ensemble, ont des préoccupations. Bon, c'est un agenda. Les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, ont un agenda, des thèmes qu'eux veulent pousser, soit par conviction, soit par intérêt. Et puis les médias ont un agenda, il y a un agenda médiatique, c'est les thèmes dont les médias parlent volontiers. Alors bien sûr, ces 3 agendas s'ajustent en permanence les uns aux autres. C'est-à-dire que si vous avez une préoccupation dans la population, ça crée ce qu'on appelle une niche électorale et à un moment donné ou à un autre, un homme politique ou une femme politique va en parler ou bien un média va en parler parce que ça va faire de l'audience. Donc les agendas s'ajustent, mais pas tout à fait. Et donc comment on fait quand on est un leader d'opinion, quand on est un responsable politique, comment on fait pour imposer son agenda, pour faire en sorte que l'agenda de ce responsable, qui parfois même, et vous le disiez fort justement, a une correspondance dans l'opinion publique, parmi la population, comment on fait pour que cet agenda devienne aussi l'agenda médiatique? Eh bien, il faut être bon rhéteur. Il faut là avoir une rhétorique efficace. Et c'est là qu'on arrive à un point crucial, qui est l'importance du récit. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui s'impose dans le débat public? C'est un récit. Il n'y a que cela, finalement. Parce qu'en dehors des récits, il y a des faits éparses. Et ces faits ne prennent sens qu'en les liant les uns aux autres à travers un récit. Et ce qu'on observe, c'est que, de fait, la droite souverainiste, nationaliste, patriote, on l'appelle comme on veut, propose, d'ailleurs par la voix d'Éric Zemmour, ce n'est pas un hasard le succès actuel d'Éric Zemmour, par la voix d'Éric Zemmour depuis des années, repris en chœur derrière par d'autres orateurs et oratrices, propose un récit d'une redoutable efficacité. Un récit simple, fort, puissant. La France est une forteresse, repliée sur son identité, cette forteresse est assiégée par une immigration qui est en train de brécher les murs. Bon, le récit, tout le monde le comprend, et puis on voit qu'il s'est imposé. Et à gauche, on n'a pas de récit. Il y a autour des questions essentielles de réchauffement climatique, de redistribution des richesses, de redistribution du pouvoir du peuple, il n'y a pas de récit, ou plus exactement, il y a des récits, mais qui ne parviennent pas encore à s'imposer,
Peut-être parce qu'ils ne sont pas assez pensés comme cela, justement. Et donc oui, moi je fais partie de gens qui disent, mais depuis très longtemps, notamment autour de l'enjeu de l'écologie, qu'il y a un récit à reconstruire, et notamment un récit à reconstruire dans son versant positif. C'est-à-dire que c'est sûr que si on explique aux gens que demain, le réchauffement climatique, voilà, c'est la fin du monde. Le réchauffement climatique va faire en sorte que de toute façon, il faut tout penser en moins. Il va falloir manger moins de viande, voire pas de viande, prendre moins l'avion, voire pas l'avion, se chauffer moins, voire pas. Bon, bah, c'est sûr que le récit n'est pas vendeur. Et donc, c'est là où il y a peut-être un autre récit que la gauche pourrait commencer à reconstruire, et elle n'y parvient pas en expliquant que, en tout cas, c'est ce que disent certaines et certains, encore une fois, qu'on y adhère ou pas, en expliquant qu'un monde qui serait un monde avec peut-être moins de croissance, c'est un monde dans lequel on peut aussi peut-être être plus heureux. Là, il y a un récit à forger, et le fait est que ce récit ne parvient pas à s'imposer. Alors, en vous écoutant, je me disais, tiens, mais quel est le récit que tente d'incarner Emmanuel Macron, puisque on est au terme de son premier et peut-être dernier quinquennat, on ne sait pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait un récit très clair. On a cette impression que lui-même a subi finalement des faits, des événements, qu'il s'agisse de la séquence Gilets jaunes ou de la crise sanitaire. Est-ce que vous, avec votre expertise et le peu de recul qu'on a, vous êtes en capacité de nous dire finalement quel est le récit qui se dégage a priori des différents discours? Il aime discourir, il aime parler d'histoire, donc il y a une appétence pour la rhétorique. Est-ce que vous pourriez nous définir la patte Macron? En fait, ce qui est intéressant, c'est que je crois, alors c'est mon interprétation, c'est vrai qu'on ne voit pas de récit émerger du discours d'Emmanuel Macron, c'est parfaitement juste. On voit des grands concepts qui restent présents depuis le début du quinquennat, bon, la bienveillance, la justice, l'autonomie, tous ces mots qui reviennent de discours en discours, mais qui ne font pas un récit. Mais pour quelle raison? Parce que Emmanuel Macron, au fond, il est le promoteur d'une idéologie qui s'est imposée depuis maintenant une quarantaine d'années, qui est l'idéologie libérale. Une vision du monde comme centrée nécessairement autour de l'économie de marché. On est convaincu ou pas par cette idéologie, moi je ne porte pas de jugement. J'observe que c'est une idéologie, qu'il y a des alternatives. J'observe qu'on peut vouloir centrer la vie économique et politique plutôt sur un repli autour des frontières, ou qu'on peut vouloir centrer la vie politique et économique autour d'une remise en cause du capitalisme, de l'économie de marché, au service d'une écologie politique. Bon, il y a d'autres manières de voir la politique et l'économie. Emmanuel Macron est le représentant d'une de ces manières, d'une de ces idéologies, l'idéologie libérale. Or, elle s'est imposée, je le disais, depuis 40 ans. Et je crois que le propre d'une idéologie qui s'impose, c'est qu'elle n'a plus besoin de récit puisqu'elle nous paraît évidente. Au fond, elle est l'évidence qui nous entoure. Et ça explique pourquoi est-ce que la langue macronienne, c'est la sienne... C'est ce qu'on appelle le bon sens, une expression qui s'est diffusée et imposée dans le débat public. Exactement, ça explique qu'au fond, en fait de récit, Emmanuel Macron et ses ministres mettent en avant d'autres armes rhétoriques, le bon sens, le pragmatisme, le réalisme, le fait de prendre, disent-ils, les bonnes solutions là où elles sont, à droite et à gauche, le fait de picorer. Ça explique aussi que Emmanuel Macron puisse changer de discours, parce qu'il change de discours. On voit bien que, ne serait-ce que pour prendre, sur une échelle de temps très restreinte, souvenons-nous au début de la crise sanitaire, de son discours soi-disant fondateur qui consistait à dire « rien ne sera plus comme avant ». Rien ne pourra être comme avant. Et que constate-t-on? Qu'au terme de la crise sanitaire, les grandes décisions, c'est la réforme de l'assurance chômage, celle-là même qui était envisagée avant la crise sanitaire, la réforme des retraites, celle-là même qui était envisagée avant la crise sanitaire. Bon, donc le monde d'après qui ne devait pas être comme avant, il ressemble quand même beaucoup au monde d'avant. Donc on voit bien que Emmanuel Macron, il peut, comme ça, changer de discours de manière extrêmement fluide, mais pour quelle raison? Parce que tous ces discours s'inscrivent dans le cadre d'une idéologie libérale qui n'a plus besoin de récit, qui n'a même plus besoin d'être argumentée. Comme elle nous paraît évidente, elle semble s'imposer à nous et elle peut prendre d'autres atours, le bon sens, le pragmatisme, le réalisme. Au fond, c'est comme ça. Et pourquoi faudrait-il qu'il en soit autrement? Bien, très bien, Clément Viktorovitch. Je pense que vous nous avez fait la démonstration de votre pouvoir rhétorique. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du Monde en question.